Ben voilà, alors bonjour à tous. Merci franchement d'être avec nous pour cette discussion. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir tous et toutes avec nous. Rapidement, je vais me présenter. Donc, Geneviève Delille, je suis étudiante à HEC à la maîtrise en gestion de l'innovation sociale et coordonnatrice aux événements pour le comité éco-responsable de la même école. Alors, je vais vous laisser avec ma collègue Camille qui va se présenter. Oui, bonjour à tous, puis merci de votre participation à ce webinaire ce soir. Je m'appelle Camille Théron, je suis comme Geneviève étudiante à la maîtrise de gestion en contexte d'innovation sociale au HEC et je suis aussi membre de la coalition étudiante pour un virage environnemental et social sur le campus de l'Université de Montréal. Nous serons donc vos deux facilitatrices pour la discussion de ce soir et nous espérons que vous allez passer un très bon moment. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer les raisons pour lesquelles on a décidé de faire cet événement-là et ensuite une petite mise en contexte finalement du sujet du webinaire. D'une part, on a décidé de créer cet événement-là parce que le contexte de la pandémie COVID-19, il fait émerger une myriade de questions desquelles on n'a pas toujours les réponses. Et ça peut facilement devenir une situation anxiogène, tant au niveau personnel que collectif. Et on pense important quand même d'engager la discussion puis d'adresser cette anxiété-là afin d'en faire émerger du sens, puis permettre éventuellement de transformer, de continuer finalement de transformer les sociétés, puis notre société. La deuxième raison pour laquelle on voulait faire le webinaire, c'est parce que, on est tous pris chez soi avec les mesures gouvernementales de distanciation sociale et de confinement partiel. Et donc, on a enfin le temps de prendre le temps, finalement, de se poser ces questions-là, des questions difficiles du genre, est-ce que la société qu'on a participé à bâtir est encore viable, puis de quelle société finalement voulons-nous dans le futur. Alors, pourquoi on a appelé le webinaire Transition écologique, pandémie, webinaire sur l'effondrement? D'abord, on le voit de plus en plus, nos sociétés sont à un tournant historique, notamment avec toutes les questions d'effondrement. Puis on va laisser nos panélistes, M. Gauthier et M. Mead, développer plus sur cette idée-là d'effondrement. Mais rapidement, on le voit avec la question du pic pétrolier, la question des changements climatiques, des dérèglements climatiques, la question des flux migratoires, des crises financières. Et on se posait finalement la question de savoir est-ce que la pandémie COVID-19 peut s'inscrire comme un signe précurseur d'un effondrement? Est-ce que c'est pertinent de se poser cette question-là? Donc, c'est un peu tout ça qu'on veut adresser. Puis qui dit effondrement, généralement, dit comment on peut répondre finalement à cette situation-là. La question de la transition écologique devient super importante, la question de la transition sociale aussi. Alors, c'est un peu ça qu'on veut adresser, comment le contexte de la COVID-19 peut faire émerger des solutions pour finalement engager la transition écologique et sociale. Alors, on a un bon programme aujourd'hui, ce soir. C'est des grosses questions. On est super contente finalement d'avoir M. Gauthier et M. Mead avec nous. Vraiment contente aussi de pouvoir avoir la discussion avec vous, les participants. On aimerait vraiment ça que vous puissiez poser vos questions. Je vais donc laisser ma collègue Camille présenter les deux intervenants et vous expliquer le déroulement du webinaire avec tous les aspects techniques qui viennent avec. Je vous remercie beaucoup. Merci Geneviève pour cette belle mise en contexte. Nous sommes donc ce soir avec Monsieur Philippe Gauthier et Monsieur Harvey Mead. Philippe, vous êtes rédacteur spécialisé et écrivain
particulièrement intéressé notamment par les questions qui touchent à l'énergie. Et vous publiez à cet effet sur votre blog professionnel Énergie et environnement. Harvey, vous êtes philosophe scientifique et auteur notamment du livre Trop tard, la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Vous êtes également un leader dans les milieux de l'environnement et du développement, cela au Québec, au Canada, mais aussi à l'échelle internationale. Nous sommes vraiment heureuses de vous avoir ce soir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous pensions en effet que vos deux perspectives, même si elles ne sont pas similaires, peuvent être complémentaires. Puis il nous semble vraiment important de pouvoir se pencher sur cette thématique de l'effondrement, ou en tout cas pouvoir affiner notre regard critique afin que cette paralysie du système, de la société qu'on est en train de vivre, ne prenne pas le contrôle sur ce sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir, mais nous permette, c'est ça, de développer notre regard critique. Le webinaire se déroulera donc de la manière suivante. Nous commencerons par écouter Harvey puis Philippe nous expliquer, nous raconter comment ils en sont venus à s'intéresser à cette question de l'effondrement. Nous diviserons ensuite la discussion en deux blocs. Le premier viendra problématiser ce que signifie la pandémie actuelle et la crise actuelle lorsqu'elle est mise en lien avec cette question de l'effondrement de nos sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui. Chaque intervenant aura alors 5 minutes pour présenter son point de vue avant de tenter de le concilier avec le point de vue de l'autre intervenant. Suite à cela, nous prendrons 30 minutes pour répondre aux questions des participants, donc de tous les participants qui nous ont joints pour ce webinaire. Nous vous invitons donc tous à poser vos questions dans la section dédiée à cela en bas de votre écran qui s'intitule soit Q&A, soit Q&R, dépendamment de la version de Zoom que vous avez pu télécharger. Geneviève et moi lirons ensuite ces questions dans l'ordre chronologique et nos deux intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Le second bloc, qui vise plutôt le déploiement de nos imaginaires collectifs sur ce à quoi pourrait réellement ressembler une société post-effondrement, se déroulera exactement de la même manière. Donc, vous êtes vraiment invités à poser vos questions, sentez-vous bien à l'aise de nourrir la discussion. Puis, c'est le but premier de ce webinaire, de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Nous espérons que vous apprécierez ce webinaire et nous pouvons maintenant commencer. Harvey, Philippe, est-ce que vous pourriez, à tour de rôle, nous raconter comment est-ce que vous en êtes venus à vous intéresser à cette question, à cette thématique de l'effondrement? Harvey, on vous laisse l'honneur de commencer. Et j'ajouterai à ce que Camille a dit, là, c'est que je suis blogueur aussi depuis 6 ou 7 ans. Et le premier article de mon blog était sur l'échec du mouvement environnemental auquel j'avais participé pendant à peu près 45 ans. Alors, je suis un ex-environnementaliste, blogueur, et il reste que pour tout le mouvement environnemental, depuis 72 techniquement, on a une sorte de guide de référence qui était Halte à la croissance, le document produit par des informaticiens de MIT et qui prenait un groupe de 5 paramètres avec tout ce qu'il y avait de données dans le temps pour faire ils ont développé un modèle informatique et ils ont fait des projections. Et depuis 72, nous avons comme projection de base venant de Halte à la croissance un effondrement de la production industrielle vers 2025. Je suis ça comme une sorte de référence depuis 72. J'ai l'original même. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que je pense que les éléments essentiels à cette projection-là viennent d'être changés assez radicalement par la pandémie. Le fondement de la projection, c'est une baisse dans la quantité de pétrole conventionnel disponible et à prix raisonnable. Et
ce que nous avons vu récemment était les négociations entre l'Arabie saoudite et la Russie qui ont échoué, mais qui arrivaient avec la chute dramatique de la demande venant, elle, de la quasi-disparition de l'aviation touristique surtout, mais pas seulement. Et on peut ajouter les croisières. En tout cas, donc, une baisse dramatique de la demande pour le pétrole. Et l'Arabie a décidé qu'il voulait essayer de gérer ce qui restait. Et il est intervenu pour assurer un prix assez bas, tellement bas que ni la production de pétrole de schiste aux États-Unis, qui est déjà à perte pour les 3/4, ni la production des sables bitumineux au Canada, qui est à perte depuis 2014 à peu près, ne pourront plus fonctionner que l'Arabie saoudite décide de garder le contrôle de ça. Alors, les projections de hâte à la croissance comportaient démographie, production industrielle, alimentation per capita, pollution qui était carrément changement climatique, même en 72, et la question des ressources naturelles. Donc, ils ont choisi le pétrole. Mais ce qui était intéressant pour moi dans le contexte, je dirais, nouveau, mais je viens de terminer la relecture d'un livre publié en 2006 par Thomas Homer Dixon, c'est un professeur canadien, un chercheur que je suis depuis 25 ans, et qui identifie autrement la situation en termes de problèmes de stabilité dans le système. Et lui, il indique ce qu'il appelle des stress tectoniques, qui sont finalement changements climatiques, problèmes environnementaux, les stress démographiques, l'instabilité économique et il y a un autre. Et il ajoute à ça, et c'est tout à fait pertinent, et je dis c'était il y a 15 ans, la question de la connectivité de tous ces systèmes-là, plus le terrorisme que je mets de côté pour le moment. Alors, je venais le relire et en même temps, sans qu'il y ait de lien, la pandémie est arrivée et c'était quasiment sa projection à lui qu'on pouvait s'attendre à différentes attaques, différentes influences sur les faiblesses et les faiblesses de notre système très complexe déjà. Alors, me voilà, je suis en train de regarder du côté de Homer Dixon, plus que de l'effondrement comme tel, parce que l'effondrement dépendait d'un manque d'énergie conventionnelle qui n'est pas pour le court terme maintenant. Et je pense que ça, c'est mon temps, alors j'arrête là. Merci Hervé. Philippe, est-ce que... Oh. Oui, écoutez, je n'ai pas préparé une aussi longue introduction. Hervé est bien préparé comme d'habitude. Écoutez, je vais commencer par dire que je remercie beaucoup Éco-Responsable d'avoir organisé cette activité. J'aime beaucoup Hervé, on ne s'est pas rencontrés souvent, pas autant que j'aurais voulu. Et pour une fois, ça nous donne 2 heures pour échanger et explorer nos différends et les raisons pour lesquelles on a des différends. Ils ne sont pas si gigantesques d'ailleurs. Je dois dire que je viens essentiellement du même endroit qu'Hervé en termes d'influence, c'est-à-dire Limits to Growth, à la croissance, et le mouvement du pétrolier. Toutefois, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça ces dernières années, dans le sens où je trouve que Limits to Growth, on a ces dernières années, il y a une tendance à vouloir en faire une espèce de prédiction du futur, une espèce de carte de notre avenir, alors que ce n'était pas l'intention au départ. L'intention du livre était simplement de montrer qu'une croissance infinie était impossible sur une planète qui, elle, comporte des ressources finies. Je pense que cette démonstration-là a été très bien faite
et elle reste aussi valable aujourd'hui qu'en 1972. Toutefois, pour ce qui est du détail, du déroulement, c'était pas vraiment l'objet du livre. Dennis Meadows, un des auteurs, ces dernières années, a voulu aller dans ce sens-là, mais sa propre épouse, qui était co-auteur dans les éditions précédentes du bouquin, voulait pas vraiment aller dans ce chemin-là, d'en faire une prédiction. La première édition de Limits to Growth mettait même pas de date sur les graphiques, mettait pas de quantité, parce qu'il trouvait que ce qui était important, c'était pas les dates, qui de toute façon étaient approximatives ou sujettes à toutes sortes de variations de paramètres, mais que c'était la tendance de montrer qu'en fait, le système était pas stable et avait tendance à s'effondrer au terme d'un moment. En termes de pic pétrolier ou d'influence sur la crise actuelle sur l'industrie pétrolière, je remarque que actuellement, la diminution de la consommation de pétrole dans le monde est d'à peu près 10 On dit que ça va peut-être atteindre 20 au sommet de la crise. 10 c'est énorme parce qu'en réalité, la consommation de pétrole varie très peu d'année en année. Donc, c'est énorme en termes de variation par rapport à ce que l'industrie connaît habituellement. Mais en termes de quantité, c'est pas énorme. Sur 30 milliards de barils qu'on extrait à chaque année, 10 ça veut dire qu'on va extraire peut-être 3 milliards de barils de moins cette année, alors que la réserve ultime, la quantité de pétrole qu'on va avoir extrait quand on va être arrivé à la dernière goutte, est estimée à 3 000 milliards de dollars, 3 000 milliards de barils environ. Entre 2 500 et 3 000 milliards. Ce que je veux dire, c'est que finalement, cette année, on va épargner, on va économiser 3 milliards de barils, peut-être 5 ou 6 là, si la récession est vraiment profonde. Et ça représente finalement de 2 à 3 mois de consommation, même pas dans une année normale. Donc, enfin, on a reculé, l'épidémie recule le pic pétrolier de 2 mois environ. C'est pas vraiment un game changer en ce qui me concerne. C'est quelque chose qui fait très mal à l'industrie pétrolière en ce moment. C'est quelque chose aussi qui fait mal à l'industrie de l'énergie renouvelable. Il y a peu de gens qui ont vraiment allumé là-dessus, mais le coût du pétrole qui est à baisse, ça veut dire que le coût de l'énergie au complet est à baisse. Ça veut dire que les compagnies qui produisent du renouvelable vont probablement vendre leur énergie moins cher, surtout qu'il y a moins de demande industrielle aussi. Ce qui veut dire qu'au bout de l'année, ils ont moins d'argent pour investir dans les nouvelles installations. Et le problème de la rentabilité du secteur des renouvelables est un problème récurrent depuis 10 ans et un des freins les plus importants à la transition énergétique. Donc, en fait, curieusement, la chute des cours du pétrole actuel n'est pas vraiment une aide à la transition énergétique, ça serait plutôt un frein. Parce qu'on est dans un contexte où plus personne n'a envie d'investir, plus personne n'a les moyens, et de toute façon, la demande d'énergie a diminué, donc le désir de construire de nouvelles installations est très faible. Et en fait, tout le monde cherche à économiser de l'argent, alors la tendance serait plutôt à faire durer les installations actuelles, c'est-à-dire des carburants fossiles, le plus longtemps possible. Donc, en termes de transition, la situation actuelle est plus ou moins désastreuse. En fait, c'est pas une énorme différence, mais ça nous maintient dans nos mauvaises habitudes, si je peux dire. Ça va probablement retarder les efforts de transition d'au moins 2 ans, alors qu'en principe, il nous reste 10 ans pour faire quelque chose. Donc, c'est vraiment pas bien. De manière générale, c'est quand j'ai un problème un petit peu avec l'expression d'effondrement. Elle est souvent mal définie. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire un lent déclin sur plusieurs générations va nous amener vers une société moins industrialisée, peut-être plus agraire ou moins mondialisée. Et pour certaines personnes, à l'autre extrême du spectre, finalement, on est un petit peu dans le scénario là, du livre La Route, les derniers survivants qui se battent pour la dernière boîte de conserve. Et à peu près toutes les variantes entre ces deux extrêmes-là. Alors, quand on me parle d'effondrement, moi, j'ai toujours tendance à demander aux gens c'est quoi pour vous et comment vous le définissez? Parce que on fait beaucoup de disputes dans ces discussions-là entre experts et entre amateurs et gens qui s'intéressent à ça.
simplement parce qu'on n'a pas de vocabulaire commun. C'est un énorme problème de, la doctrine ou la philosophie, ou je ne sais pas trop comment qualifier ça, la collapsologie a popularisé plein d'idées, mais en les définissant très peu. Et je trouve que le discours est souvent devenu cacophonique. Il y a quelques voix plus fortes qui surnagent, mais ça a été compris de façon assez curieuse dans le grand public. Un autre truc qui est un peu décevant, à mon avis, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens dans les milieux écologistes qui sont comme un peu félicités de nos difficultés. Ils disent, ah voilà, on va tous apprendre à vivre avec moins, on est obligé de consommer moins, ça montre que c'est possible. Et bon, il y a plusieurs gens qui ont trouvé ça positif dans le milieu écologiste, mais pour être en contact avec d'autres milieux, il y a beaucoup de gens qui prennent ça très très mal. Ils voient une preuve qu'en fait, les écologistes veulent seulement le malheur de tous, que c'est seulement des gens qui veulent nous imposer des privations, qui n'ont pas vraiment de plan pour l'avenir à part retourner vivre dans des cavernes puis sucer des cailloux. Alors, en termes de perception et de communication, de trop se féliciter de nos malheurs actuels, alors que la plupart des gens le vivent très mal. C'est pas agréable, c'est pas une situation qui est stable, c'est pas un nouvel équilibre, on sait pas sur quoi ça débouche. Je trouve ça très maladroit. Merci. Il est question de partir, il est question de, enfin, le programme est de partir sur des questions. Moi, j'ai envie d'en poser tout de suite à Harvey. Parce que lui, il fait beaucoup référence à l'effondrement. J'aimerais savoir comment lui, il perçoit. Moi, je vois plutôt ça comme un déclin lent, dans le sens où la société va devenir de moins en moins industrialisée, mais sur une période longue, peut-être d'ici la fin du siècle, ou en tout cas quelques générations, que des gens vont être aussi de plus en plus non participants du système industriel, parce qu'il n'y aura plus vraiment de place pour eux dedans, donc ils vont être obligés de vivre aux marges de quelque façon. Mais je voudrais savoir, Harvey, enfin, première remarque, là, avant de poser des questions, Harvey est né dans un monde, vu son âge, il est né dans un monde où on consommait per capita à peu près 75% moins d'énergie que de nos jours. Moi, je suis né dans un monde où on consommait facilement 35-40% moins d'énergie que de nos jours. Et je me rappelle pas là, que la vie a été si pénible. Je pense pas que l'enfance de Harvey était si pénible aussi. Et je vois ça comme un signe qu'en fait, on peut réduire de beaucoup notre consommation d'énergie sans que la vie soit absolument catastrophique et désagréable. Il faut vraiment renoncer à certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement de la souffrance, du malheur, du chaos en face de nous. Il y a de la place. Nos sociétés comportent tellement de superflu qu'il y a une place énorme pour reculer en bon ordre et quand même faire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et ce que je voulais demander à Harvey, en fait, qu'est-ce que c'est pour lui l'effondrement? Quand ça commence, quand est-ce qu'on sait que ça a fini? Dans un Québec post-effondrement, est-ce qu'il y a encore un gouvernement centralisé? Est-ce qu'il y a encore de l'électricité? Est-ce qu'il y a encore, je sais pas, des aqueducs? Est-ce qu'on a encore des systèmes comme les écoles ou les hôpitaux? Ou est-ce qu'on est carrément, je sais pas, retombé dans une société de chasseurs-cueilleurs? J'aimerais qu'il me définisse un petit peu comment il voit l'effondrement en termes de où est-ce que ça nous mène à l'avenir, où est-ce que, bon, pas comment ça se déroule, on n'a pas le temps, mais où est-ce que ça s'achève selon lui? Vers quoi ça nous amène? Mais je pourrais répondre. Oui, allez-y, Hervé. J'espère bien. Juste pour dire, Art de la croissance a développé 12 scénarios. Moi, je n'ai jamais connu Dennis Meadows, le principal auteur, jusqu'à il y a quelques années. Et ça fait 2-3 ans maintenant que je le rencontre. Il n'y a pas de chiffres, je pense que c'est le mot que Philippe a utilisé, mais les graphiques sont très clairs en termes de date. Et 2025 est là depuis 72. Et Dennis Meadows me l'a confirmé que ça date depuis toujours aussi, même si comme chercheur, il ne le mettait pas en évidence. Pour l'effondrement, je donnerai la référence à un livre de l'an dernier de Yves Cochet, l'ancien ministre de l'écologie français, qui s'appelle Devant l'effondrement, où il essaie de faire un livre complet sur cette question-là.
je veux dire, il fait le même fondement que moi. On suit la même analyse de halte à la croissance, la question du pétrole conventionnel. Et je ne pense pas que je vais me laisser piéger par la demande de préciser ce que c'est que l'effondrement. Mais ce qui est clé, il me semble maintenant, c'est que même si c'est juste 3 milliards de barils par année de pétrole, ce qui est changé de façon importante, et ça c'est 3 milliards de pétrole non conventionnel, c'est que l'Arabie saoudite a des réserves en déclin. Il était rendu le deuxième producteur avec la Russie, troisième, je pense. Les États-Unis étaient le premier producteur au monde avec le pétrole de schiste. Je ne vois pas le pétrole de schiste revenir dans un temps, ça va prendre un certain temps avec les prix actuels. Et la même chose, comme j'ai dit, pour les sables bitumineux. Encore un autre pétrole non conventionnel. Bref, nous sommes dans une situation maintenant où l'Arabie saoudite, avec des réserves qui vont être en déclin assez important, même d'ici 2030, va essayer de gérer le marché. Il a voulu le faire autrement avec la Russie, ça n'a pas marché. Et donc, Philippe donne 10 ans, moi je dirais c'est à peu près ça qu'on a 10 ans. La différence majeure pour moi, et c'est vraiment depuis juste quelques semaines, quelques mois, c'est que le contrôle de la production de pétrole va être tel que nous allons avoir un approvisionnement moindre sur une base régulière, je soupçonne. Et même si c'est juste 10% ou même si c'est 20%, cela va nous donner une idée de ce que c'est que l'effondrement. On va avoir un manque de recul. Le problème de base pour lequel je n'ai aucune réponse, c'est que nous n'avons pas d'idée de ce qui va se passer dans l'année qui vient. On a le gouvernement ici, je pense juste à l'Amérique du Nord. J'ai aucune idée d'où viennent tous les fonds américains, les billions de dollars, et il y en a plusieurs autres qui s'en viennent apparemment. Et même ici au Canada, avec une dette apparemment moindre que d'autres pays du G7, ce sont des dettes majeures. Et la Chine, pour l'ajouter, est très endettée aussi. Donc, dans l'année qui vient, on va avoir une définition de ce que c'est que l'effondrement. Ce n'est pas ce qu'on a prévu avec halte à la croissance, ou du moins pas pour les mêmes raisons. La production industrielle va être sûrement ralentie. Les problèmes sociétaux, dont on ne parle pas beaucoup, vont être majeurs. Ils vont avoir une influence sur le déroulement de la reprise, s'il y en a une, dans l'année qui vient. Bref, l'effondrement ne met plus le mot-clé dans le même sens qu'avant. L'effondrement est maintenant ce qui est défini par la pandémie. Et cela est beaucoup plus vaste en termes d'impact que l'effondrement de la production industrielle. Et voilà donc un début de réponse à Philippe. L'impact, tout ça a commencé avec des croisières et des avions et les touristes qui étaient mal pris ou qui essayaient de revenir. Bon nombre de l'impact à date visible a été pour, mettons, les 25% des plus riches de ces deux pays-là. Mais il y a énormément de gens qui ne figurent pas dans les 25%, et ce sont les gens qui travaillaient pour les restaurants, les bars, les amis et tout le reste, qui vont avoir de la difficulté à se remettre, je croirais. J'aime beaucoup l'idée de garder les compagnies avec leur personnel, mais c'est vraiment mix en termes de l'impact et de la réussite de cette approche-là. Donc,
nous sommes devant une situation où c'est, je dirais, l'effondrement sociétal qui va dominer par rapport à un effondrement industriel, mais qui va venir aussi. J'arrêterai là pour ne pas prendre le reste du temps, mais la situation, pour moi, est radicalement changée et Homer Dixon est en plein dedans depuis 3-4 mois. Je pense qu'on a déjà quelques questions qui sont en train de s'enchaîner, mais je pense que ça pourrait être intéressant de poursuivre la réflexion avec la question, en tout cas, du bloc 1, parce que ça s'inscrit en continuité avec les propos que vous venez de donner. Alors, je vais poursuivre en vous demandant, donc je vais commencer par Philippe, Monsieur Gauthier. Donc, le COVID-19 entraîne une prise de conscience collective. Selon vous, par quoi se traduit-elle, cette prise de conscience-là? Ouais. Je vais d'abord répondre en quelques mots à Hervé qui voit une très très grande rupture au niveau de la production. Et je vois pas ça, en fait, au niveau des capacités productives de la planète, tout reste à peu près intact. Les usines ne sont pas détruites comme dans une guerre ou une catastrophe naturelle. Les ressources naturelles dont le système a besoin pour continuer ne sont pas substantiellement affectées. Ce qu'on a, c'est pas une crise de la production, ça va être une crise de distribution après. Il y a beaucoup de richesses qui vont avoir changé de main, des gens qui vont s'être appauvris, des entreprises qui vont avoir fermé, dont les actifs vont être achetés, vont être récupérés par les banques et revendus à d'autres entreprises. Donc, tu as un énorme rebrassage de cartes. Mais de là à dire que la production va être détruite de façon permanente, j'en doute beaucoup, en fait. Mais parce que la population n'est pas affectée, on va être aussi nombreux après la crise qu'avant, surtout la population active. Les usines et les trucs vont encore être là. Généralement, quand il y a des épidémies dans le passé, la fin de l'épidémie est suivie par une espèce de période d'euphorie. En plus, il y a plein d'argent qui traîne actuellement dans les comptes de banque, dans les richesses de gens très riches, qui va être remis en circulation pour repartir la machine. Donc, en fait, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une période de boom, bon, qui va peut-être commencer lentement, mais je m'attends qu'en 2 ans, peut-être, l'essentiel de la perte soit compensé. La vraie différence va être dans la façon dont ça va être distribué. Il est possible que les gens qui perdent leur emploi actuellement retrouvent d'autres emplois rapidement, mais moins bien payés, des moins bonnes conditions de travail. Et là, on va avoir un problème social. Et c'est là que je répondrai à ta question, Geneviève. Ce que change la crise, c'est pas tellement le système lui-même qui cherche très fort à se reproduire et qui va probablement réussir en grande partie. Ce qui a changé, c'est notre perception par rapport au système et nos attentes par rapport à lui et la direction qu'on va vouloir lui imprégner par la suite. Jusqu'ici, les thèses néolibérales ont eu beaucoup de succès. C'est un petit peu pour ça qu'on étend dans le pétrin dans le système hospitalier, par exemple. On a cherché l'efficacité à court terme, couper le nombre de lits, moins de stock de matériel médical, tout ça. Et on en fait le prix très cher actuellement. Et après la crise, les gens qui vont vouloir imposer ce genre de décision vont certainement être questionnés beaucoup plus fort que ce n'est le cas actuellement. D'un autre côté, je vous rappelle Naomi Klein, la théorie du choc. On voit actuellement les gouvernements profiter de la crise pour renforcer le pouvoir des grandes entreprises, pour augmenter la surveillance sur les citoyens, pour réduire les lois sociales. Et ça, c'est le problème avec lequel on va vivre, bien plus que la déplétion des ressources naturelles, qui est un problème à très très long terme, qui continue, qui est déjà là depuis des années, qui crée un certain nombre de problèmes, qui va continuer à créer un certain nombre de problèmes, mais qui ne sera pas substantiellement aggravé dans 1 an ou 2 par rapport à ce qu'il est actuellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup, Philippe. Je vous laisse la parole, Monsieur Mead. Mais moi, je reviendrai, je précise, je ne parlais que de l'Amérique du Nord. Et je dirais que si les sables bitumineux restent figés avec un prix beaucoup trop bas, on est devant une situation politique et sociale qui va
perturber complètement le pays. Je parle du Canada. On a 2 provinces dans l'Ouest qui ne veulent rien savoir d'autre chose que de développer les sables bitumineux. On a une vice-première ministre nommée pour essayer de réparer les dégâts de l'élection qui ne se feront pas, qui ne se fera pas. Et si je vais aux États-Unis, qui est devenu le plus grand productrice de pétrole, c'est à cause de pétrole de schiste, et je ne vois pas cela reprendre non plus. Je pense que Philippe n'est pas d'accord là-dessus. Mais l'importance pour l'économie américaine de la perte de cette production-là, ce n'est pas absolument majeur, mais là aussi, il va avoir ses effets, et les États-Unis ne seront plus un producteur, mais un importateur. Hervé, sur la question du pétrole de schiste et des sables bitumineux, je te suis, disons, à 75% dans ton avis. La chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'on a connu une situation assez semblable en 2014-2015, où les cours du pétrole se sont effondrés, où l'industrie du schiste américain a connu un recul assez marqué, où presque toutes les compagnies canadiennes de sables bitumineux ont été vendus à vil prix à des sociétés étrangères parce que les grandes entreprises pétrolières qui les exploitaient faisaient plus leurs frais. Mais bon, beaucoup de gens ont cru que c'était un déclin terminal de l'industrie pétrolière à ce moment-là, mais on a vu l'industrie rebondir en 2018. À mon avis, le déclin terminal de l'industrie pétrolière est d'abord relié à des questions géologiques, quand il n'y a plus rien à extraire. Et ce jour-là approche beaucoup plus vite que la plupart des gens pensent. Mais la crise du COVID-19 ne change pas grand-chose à la date où ça va se produire. Et le fait que l'industrie soit dévastée en ce moment ne nuit pas forcément, peut-être, mais pas forcément au fait qu'elle puisse connaître un rebond dans 2 ans, quand la demande va être de retour, que les prix vont augmenter. Et on sait qu'en plus, le gouvernement va probablement les aider à repartir la machine. Donc, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment embarqué, on est vraiment arrivé dans un nouveau monde à ce point-là. Pour les États, d'accord, pour le pétrole de schiste, son temps est limité, mais pas pour le Canada. Et Trans Mountain, c'est la bombe à retardement pour tout le pays, je dirais. Il risque je dirais que ce n'est pas gérable ce qui s'en vient en termes de pression de part et d'autre pour savoir comment procéder pour l'avenir. Trudeau n'a jamais su voir clair à l'avenir et on va être pris toujours, j'imagine, avec un effort de gérer l'ingérable. Mais donc, c'est le Canada qui va avoir le plus d'impact et qui, écoute, Éric Pinault a fait un article juste cette semaine en parlant des projections de la Régie de l'énergie du Canada pour 2040, la production des sables bitumineux. Tout ça, c'est déjà tombé à l'eau. Je pense Encore là, je suis sur l'essentiel. Je veux juste apporter un point dont peu de gens discutent, c'est les pressions internationales sur le Canada pour continuer à produire. Actuellement, il y a comme 6 pays dans le monde qui ont encore un potentiel pour augmenter leur production pétrolière. Tous les autres pays sont arrivés à leur sommet ou sont en déclin depuis longtemps. Le Canada est un des 6 pays et un de ceux qui a les plus grandes réserves avec le Venezuela. Et les pressions internationales pour qu'on continue à produire sont gigantesques. Si les schistes américains tombent, les pressions des Américains pour que le Canada continue à produire à fond vont être insupportables. Si le Canada prenait la décision de réduire substantiellement sa production, à mon avis, notre pays subirait les mêmes pressions, par exemple, que subit le Venezuela actuellement. Les puissances étrangères provoquaient le chaos chez nous. Le pétrole est rarement une bénédiction pour les pays qui en ont beaucoup. En général, ça les expose à toutes sortes de pressions internationales et de pertes de souveraineté. Et le Canada, dans cette situation-là, il se plaint beaucoup que Justin Trudeau, qui est mis dans des circonstances très contradictoires. Il faudrait réduire la production. En même temps, on n'a pas les moyens. Et en même temps, si on le fait, on va s'attirer des foudres des États-Unis, probablement d'autres puissances étrangères
parce que l'offre de pétrole au niveau mondial va diminuer plus vite que notre capacité à transitionner vers d'autres formes d'énergie. C'est une situation vraiment très difficile. Sauf que toutes ces questions de pression dépendent de la reprise de la production industrielle. Et ça, là, c'est une question, je crois, pour la prochaine année ou deux. On va voir, c'est pas la production industrielle qui a causé la récession, qui a causé l'effondrement actuel, mais la pandémie est en train d'avoir des impacts inattendus. Donc, merci pour vos deux perspectives, Monsieur Mead et Monsieur Gauthier. On voit, là, je vois que le temps avance assez vite quand même. Je ne sais pas, Camille, si tu préférais peut-être passer aux questions directement. Ouais, je pense que ça va être plus sage, sachant que ce webinaire vise quand même à répondre aux questions des participants, en plus d'entendre vos deux perspectives sur les questions. Première question. Première question, elle n'est pas adressée à l'un ou à l'autre. Donc, ça va être vraiment à votre choix. Je vais la lire. Sur le renouvelable versus le fossile, vous pensez que la sortie de la pandémie va vraiment les inciter à continuer dans le fossile? Ne pourrait-on pas espérer que les capitaux servent à faire la transition tant attendue? Mais moi, je répondrai très rapidement et brièvement, c'est que l'espoir dans les énergies renouvelables n'est pas fondé en termes de réponse à ce que nous voulons. Et presque tout le monde qui est là-dedans le voit comme une façon de remplacer l'énergie que nous avons à base fossile actuellement par une nouvelle source. Et moi, je dirais ce qu'il faut prévoir, c'est plutôt une réduction radicale de la consommation d'énergie pour toutes sortes de raisons. Et donc, oublions les énergies renouvelables comme facteur important là-dedans. Ouais. Je n'irai pas jusqu'à oublier les énergies renouvelables, mais je suis d'accord avec Hervé que la capacité des renouvelables à remplacer entièrement les fossiles est très surévaluée. Non seulement que le programme ne sera probablement jamais atteint complètement, mais qu'en plus, il ne peut pas l'être d'ici 2050. On a commencé beaucoup trop tard et le temps est trop court pour compléter un programme aussi immense que ça. Pour ce qui va se passer dans les 2 ans suivant la crise, c'est assez prévisible. On va vouloir relancer l'industrie à n'importe quel prix et tous les capitaux disponibles vont aller dans le soutien de l'industrie et dans le soutien de la consommation. Et il va être difficile, je pense, de financer des projets d'énergie renouvelable, tout simplement parce que tous les capitaux vont être accaparés ailleurs. Il va aussi avoir le problème que comme on va consommer un peu moins d'énergie, les systèmes énergétiques qu'on a vont être très suffisants et le désir de les remplacer par des nouveaux ne sera pas très élevé. Faut savoir que les renouvelables qu'on déploie actuellement remplacent rarement des énergies fossiles. On estime dans le monde que quand on installe 100 MW d'énergie renouvelable, on enlève la circulation de 10 à 15 MW d'énergie fossile seulement. Il y a très peu de substitution qui se fait. Quand on installe du renouvelable, en fait, c'est pas pour enlever du fossile, c'est pour accroître la capacité électrique totale. Et dans le contexte actuel, il n'y a pas vraiment de besoin d'accroître la capacité électrique. Il y a un surplus d'offres d'énergie depuis qu'on est en crise comme ça. Sauf que, précisons, on a une élection américaine en novembre. Et moi, je dirais que énormément de choses vont dépendre des résultats de cette élection-là. On a le Green New Deal de Naomi Klein et de tout un paquet de monde dans le Congrès américain qui serait un choix démocratique si les démocrates gagnent, même s'ils ne pourraient pas aller très loin et pas très vite, etc. Mais si jamais Trump reprend le pouvoir, on est dans une situation l'inverse finalement. Et donc, il n'y a pas moyen de vraiment voir comment les Américains vont se comporter d'ici 6 mois, 8 mois. D'accord avec Hervé là-dessus. Je vais poursuivre avec la prochaine question. Elle est adressée à Philippe Gauthier. Donc, pouvons-nous vraiment encore parler de transition énergétique, considérant que les énergies renouvelables ne font que s'ajouter aux énergies fossiles? Vous avez déjà un peu commencé la réponse avec votre dernière intervention. Oui, je donne de temps en temps des conférences sur ce sujet-là. C'est un peu difficile.
suis de plus en plus mal à l'aise d'en parler, en fait, parce qu'il y a deux tendances actuellement dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui démonisent les énergies renouvelables et quand on gratte derrière, on trouve des intérêts pétroliers. Et de l'autre côté, ben, tu as souvent des groupes écologistes qui les ont un petit peu encensés et peut-être un peu trop fort au fond, à mon avis, de trop grands espoirs d'une transition complète. L'idée qu'on peut passer du monde actuel avec plein d'énergie fossile et remplacer ça à 100% par du renouvelable dans un délai de 30 ans. À mon avis, ce programme-là est impossible. Toutefois, ça ne veut pas dire que les énergies renouvelables ne sont pas intéressantes. Euh, Ils vont probablement combler une partie de nos besoins, mais ils vont pouvoir... je pense que ultimement, d'ici 2050, notre consommation énergétique par capita va diminuer parce que les renouvelables vont avoir du mal à prendre la relève entièrement. Alors, combien d'énergie de moins que de nos jours, je ne sais pas, peut-être 20%, peut-être un tiers, peut-être 50%. Ça serait vraiment un scénario extrême. Mais je ne veux pas complètement dénigrer les renouvelables. Ils ont leur place dans un nouveau système énergétique, mais le système énergétique lui-même va sûrement être beaucoup plus sobre que ce qu'on connaît actuellement parce que ces niveaux de consommation ne sont pas vraiment soutenables d'aucune façon. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Peut-être Camille continue avec la prochaine. Oui, la prochaine question n'est pas adressée à l'un d'entre vous en particulier. Quand on parle de l'effondrement de notre monde, on fait souvent une comparaison avec la chute de l'Empire romain. Est-ce que c'est une comparaison valable au sens où l'État décentralisé s'effondrera au profit d'une gouvernance locale, une chute de la population, un effondrement des infrastructures et un retour dans les zones rurales? Qui veut commencer? Ah, écoute, Hervé ne pourra pas éviter la question que je lui ai posée tout à l'heure. Je laisse le plaisir de répondre à ça. Mais en fait, The Upside of Down, le livre de Thomas Homer Dixon, que je viens de terminer pour une deuxième fois, débute avec Rome. Et Rome reste un sujet de préoccupation pour le livre pendant les 400 pages. Mais il n'y a pas moyen de parler du déclin de l'Empire romain et comparer sans passer par à peu près 25 intermédiaires pour le comparer à ce que nous avons aujourd'hui. Mais j'ajouterais pour la question de vie paysanne versus vie urbaine qui était implicite dans la question, ou même explicite, c'est que nous n'avons pas encore essayé de prendre en compte le fait qu'il y a 1,2 milliard d'Africains qui n'ont pas encore commencé à répondre à la COVID-19. Et les projections sont pour des dizaines de millions de morts en Afrique devant une population croissante et des gouvernements qui ne sont pas équipés pour essayer de gérer sur le plan médical le défi. Et on a l'Amérique du Sud qui s'ajoute plus d'autres pays dans l'Asie. Alors, je dirais que ouvrons un peu. Je ne suis pas habitué à penser à 30 ans comme Philippe fait régulièrement. Je ne passe pas pour les 30 ans pour la planification. Ce qui va nous arriver dans l'année qui vient avec la réaction des populations pauvres, c'est un élément démographique fondamental dans toute la perspective qu'il faut avoir. Ce qui va nous arriver de l'Afrique et des autres pays pauvres va, je dirais, déstabiliser tout ce qu'il y a de possibilités de planification par les pays riches. Je soupçonne. Je pense que c'était Geneviève qui parlait des flux migratoires. C'est une composante de cela qui va aller en croissant. Disons que je ne pense pas que pour l'année qui vient, il va y avoir des pressions pour le développement des sables bitumineux, par exemple. Il va y avoir tellement d'autres complications dans la mise en scène d'une reprise que nous allons avoir juste la chance, si on fait autre chose, que de tomber dans un effondrement social. Ouais.
chez les historiens modernes, la notion même d'un effondrement de l'Empire romain est un petit peu controversée, dans le sens où on sait qu'à partir d'une certaine date, il n'y avait plus d'empereur, ça c'est clair. Et puis encore, la moitié de l'Empire a survécu 1000 ans de plus. Hein, on l'oublie souvent un peu dans ces calculs-là. Euh, mais la question que les historiens modernes se posent, c'est pour un citoyen ordinaire de l'Empire romain, de la Gaule ou de l'Italie, est-ce que la chute du dernier empereur a vraiment changé sa vie tant que ça? On a remplacé un empereur romain par un roi barbare quelconque, mais est-ce que dans son quotidien, ça faisait une telle différence? Grégoire de Tours, un chroniqueur qui écrit en l'an 600, pardon, donc 150 ans après la chute de l'Empire, parle encore de certaines villes comme étant des villes romaines. Ils ont des institutions romaines, leurs citoyens se considèrent encore comme des Romains. Oui, l'Empire a disparu, mais avant qu'il n'en reste aucune trace, ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, il en reste encore des traces. L'Église catholique est une institution de l'Empire romain qui est maintenue jusqu'à nos jours. Donc, on insiste toujours beaucoup sur les ruptures, mais il y a aussi des continuités importantes. Mais il y avait des déclins majeurs dans la population. Majeurs. Entre autres. Oui, mais ils ont commencé bien avant. En fait, écoute, on ne va pas se lancer dans un débat d'experts sur la chute de l'Empire romain, mais je dirais que les historiens des 25 ou 30 dernières années ont remis en question beaucoup de notions qui étaient héritées du 19e siècle. Et il y en a qui considèrent qu'en fait, la chute de l'Empire romain n'était pas une chose qui était acquise. Ils ont été un peu malchanceux, une combinaison de plusieurs facteurs. Les barbares qui remuaient aux frontières, des mauvaises récoltes, des épidémies, mais que ce n'était pas quelque chose qui était forcément inscrit dans l'ADN de l'Empire romain, qui était en train de se réformer, qui, dans certaines circonstances un peu meilleures, aurait pu continuer. Mais comme je dis, ce débat d'experts, c'est peut-être un peu en marge de notre débat actuel. Donc, ce que je comprends finalement pour répondre à la question qui nous a été posée, c'est que c'est un peu dangereux finalement de faire la comparaison entre la chute ou l'effondrement de l'Empire romain puis l'effondrement des sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui. Oui, ben c'est qu'actuellement, si on se réfère, mettons, à l'Emis to Growth, Alta la croissance, qui est un peu le point de départ de cette conversation-là, ça part pour acquis que le moteur de l'effondrement ou de la fin ou de la chute de la civilisation industrielle, appelons ça comme on voudra, est d'abord un problème de ressources et un problème de pollution. Et pour compenser le manque de ressources et pour compenser le manque de pollution, en fait, on investit de plus en plus d'argent dans des mesures compensatoires jusqu'au moment où on n'a plus les moyens d'entretenir la machine industrielle et elle se déglingue progressivement. C'est ça le mécanisme que décrit ce livre-là. C'est assez ingénieux comme explication. Il est possible que ça se passe. Mais c'est pas un mécanisme où on a un renversement de tendance extrêmement brutale, quelque chose s'installe lentement. Et c'est pas très clair comment ça s'applique dans le cas de l'Empire romain, qui avait des problèmes, qui a connu un déclin, mais pour des raisons qui sont assez différentes. La seule ressource qui semble vraiment avoir fait défaut, c'était l'or puis l'argent. Ils avaient des gros problèmes monétaires à financer, en fait, leurs armées. C'est très différent des ennuis qu'on connaît de nos jours, avec de l'argent qu'on peut créer à volonté. Je veux dire, cette semaine, le gouvernement américain a créé 2000 milliards de dollars en claquant des doigts comme ça. Et ça s'est apparu. Harvey va dire qu'il va falloir rembourser cet argent-là, mais c'est pas si évident que ça. Dans la théorie économique classique, on ne peut pas faire ça normalement parce que ça va créer de l'inflation. Mais actuellement, on est dans une récession profonde induite par le COVID-19 qui a en fait une tendance déflationnaire. Donc, la tendance inflationnaire de créer de l'argent et la tendance déflationnaire de la récession ont tendance à s'annuler. C'est pas forcément un problème économique ingérable d'avoir une grosse dette dans des circonstances comme ça. Mais on verra comment ça se produira. En 2008 aussi, pendant un court moment, on a cru que le système financier était absolument condamné et ça ne remettrait jamais. Et à vrai dire, tu as des directeurs de banque qui se sont réunis une soirée, ils ont créé 800 milliards de dollars et ils ont patché le système. C'est des choses assez incroyables, mais il y a des choses bizarres qui se passent dans la vie qui font que des fois, les grandes prédictions à long terme sont un peu déraillent à cause de solutions qu'on n'avait pas vu venir là, comme penseur. Camille, je te laisse peut-être indiquer la prochaine question.
Merci pour vos réponses. C'est très complet. La prochaine question n'est toujours pas adressée à l'un ou à l'autre. Un problème est que le confinement empêche de consommer et de produire. Le ministre français de l'économie estime que le pays fonctionne à 65% de sa capacité. La sortie du confinement risque d'entraîner un défoulement. Les gens et les entreprises vont tenter un rattrapage de consommation et de production qui va rendre difficile de proposer un plan de transition. La question, quel plan de relance écologique qui permette d'engager la transition sans être catastrophique pour l'emploi? C'est bien, c'est pratiquement une question pour notre deuxième bloc solution. En effet. Si je peux prendre l'initiative là-dessus, je suis assez d'accord avec l'analyse qui nous est proposée. La petite nuance que je ferais, c'est que la situation actuelle nous empêche de produire jusqu'à un certain point et ne nous empêche pas de consommer tant que ça. Parce qu'on mange toujours autant, on consomme de l'Internet. Il y a des gens qui entretiennent les routes, qui entretiennent nos réseaux de télécommunications, qui nous envoient de l'électricité. Tous ces gens-là utilisent des fournitures. En fait, l'économie est ralentie, mais pas tant que ça. Ce qui est vraiment affecté, c'est le commerce de détail, les biens semi-durables, les meubles, les voitures, des choses comme ça. Et en fait, tout le reste se maintient raisonnablement bien. Peut-être que si la crise dure très longtemps, ça va devenir plus difficile, mais c'est pas vraiment une crise de production, c'est encore une crise de distribution. Est-ce qu'on a l'argent pour continuer à consommer? C'est parce qu'on a besoin de consommer, parce que sinon on meurt quand même rapidement. Bon, les gouvernements sont en train de créer de l'argent pour qu'on continue à le faire. Donc, comment ça, en fait, je réponds pas à la question de comment est-ce qu'on fait un plan de transition écologique après. Ma réponse, ça serait probablement très difficilement pour les 2 prochaines années, parce que tout le monde va être préoccupé par la relance. Et l'idée, quelqu'un qui va arriver sur la place publique, il faudrait faire des sacrifices. Je sens que ça va être difficile. C'est pas très vendeur. C'est peut-être pas impossible de faire la vente, mais ça va être compliqué. En même temps, si je me rapporte encore en 2008, la façon dont la crise a été réglée au profit des banquiers a créé beaucoup de frustration. Et de fil en aiguille de ces frustrations-là, on a eu, par exemple, un mouvement comme Occupy en 2011, qui était en fait une réaction directe. Et ça a été un petit peu le début d'une sorte de réflexion contre le système économique et qui n'ont pas complètement abouti. J'ai l'impression que dans l'une des conséquences de la crise va être de relancer ce genre de mouvement-là. Peut-être pas immédiatement, mais après une certaine période de stabilisation. Parce que comme je dis, le système lui-même, je ne sais pas s'il est tant que ça ébranlé actuellement, mais ce qui va être radicalement différent au sortir de la crise, c'est notre attitude envers le système et ses priorités. Ça, c'est clair qu'il va y avoir un énorme questionnement. Mais moi, je dirais qu'il est implicite dans la question, c'est qu'il pourrait y avoir, et Philippe vient d'y revenir, il pourrait y avoir un mouvement social, citoyen, pour la transition. Moi j'y donne zéro possibilité. D'ailleurs, je suis environnementaliste parce que je constate mon échec pendant 45 ans. Il n'y aura pas de mouvement de transition comme ça. Ça va dépendre des moyens des gens qui vont passer à travers la crise de la pandémie et qui vont se trouver avec plus ou moins de moyens pour la consommation. Je soupçonne, premièrement, que les riches qui vivent de leur retraite, mes collègues au tennis, par exemple, et qui prennent des croisières et des voyages, vont probablement pouvoir continuer. Je n'ai aucune idée de comment comprendre l'avenir de nos gouvernements avec les investissements qu'ils font actuellement. Et je ne présume pas que ça va te payer en passant, Philippe. Mais il reste que les 3/4, je ne sais pas quel pourcentage de la population, vont être complètement ébranlés dans ses modes de vie, dans ses capacités d'achat par ce qui se passe. Ils perdent leurs emplois et les emplois ne reviendront pas, ou s'ils reviennent, ils ne sont peut-être pas au même niveau. J'ai beaucoup de doutes quant à je n'ai pas de crainte pour une reprise de la consommation dans l'année ou deux qui viennent, à mon avis. Et j'ajouterais, ça, je ne suis pas compétent, mais la chaîne de production mondialisée est telle que je ne suis pas sûr non plus que ça va rouler comme on voudrait. Mettons dans l'automobile, qui est
l'industrie principale américaine après l'énergie. C'est, oublions l'énergie, l'industrie de l'automobile, je ne le vois pas revenir de la même façon. Ça va être question de décision. Et là, je verrai des gens, des consommateurs, hésiter avant de revenir à des VUS comme ils font actuellement. Il pourrait y avoir quelques changements là, mais je dirais avant cette décision-là, il va y avoir la question, est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter une voiture? Merci pour vos deux réponses. Je pense qu'on peut peut-être rebondir là-dessus et s'avancer sur notre deuxième bloc, quitte à revenir aux questions posées ici par la suite. Par rapport à ce qui vient d'être dit, comment est-ce que vous imaginez chacun cette société post-effondrement? Philippe, est-ce que vous voulez commencer? Je ne sais pas si j'ai des réponses entièrement satisfaisantes à ça. Déjà que j'ai des problèmes avec la notion d'effondrement. Ouais. Pas comme événement distinct et relativement brutal, là, à mon avis, comme j'ai dit, on va plus vers des sorties de certaines industries, des sorties de certaines pratiques et des sorties de certains usages sur une durée relativement longue, qui vont probablement être plus forcés que choisis. Là-dessus, je suis d'accord avec Hervé. Son article initial de son blog, en 2015, je l'ai lu, sur l'échec du mouvement environnemental. Ça m'a beaucoup impressionné. C'est quelque chose qui a laissé des traces chez moi. Et je suis un petit peu sceptique du mouvement environnemental depuis ce temps-là. Mais bon, c'est pas parce qu'il a échoué sur beaucoup d'aspects qu'il est complètement inutile non plus, là. Je pense qu'il ne faut pas cesser de rêver au minimum. Et que des fois, il y a des gens qui sont en bonne situation, ils vont être capables de faire des réformes. Pas le grand soir qu'on aimerait, mais des fois, il y a des réformes qui passent malgré tout et le monde change par petites couches. Mais là, je suis complètement à côté de la question que j'ai d'ailleurs complètement oubliée. Donc, Je sais pas- la question, c'était comment imaginez-vous cette société Ah oui. post-effondrement? Ce qu'on voit aux États-Unis depuis quelques années, j'ai peur que ça généralise, c'est qu'en fait, c'est pas la société industrielle qui disparaît d'un coup, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'y participent plus, qui sont très pauvres, très marginalisés, qui sont itinérants ou qui vivent à petite semaine sur des job-ins. Et en fait, ils font plus partie du système industriel. Et je pense qu'il y a un danger réel que nos sociétés se délitent comme ça, que de moins en moins de gens fassent partie de ce système techno-industriel et qu'à un moment donné, ils finissent par prendre fin un peu par faute de participants. Et que les parties modernes, techniques de l'économie soient réduites à très peu de services achetés par les gouvernements qui vont probablement être moins puissants, moins envahissants que ce qu'on connaît maintenant. Je sais que beaucoup de gens s'inquiètent, par exemple, d'une espèce de dérive fasciste de société de surveillance. Ces choses-là demandent beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, la société de la surveillance, actuellement, c'est des millions de caméras disséminées partout, c'est des millions d'ordinateurs qui enregistrent ça, c'est des millions de disques durs qui stockent les données. C'est beaucoup d'énergie. Si on va dans une société en déclin, à un moment donné, même la société de la surveillance va finir par se déliter. Parce que déliter, pardon, pas délit de l'anglais, c'est sortir de son lit comme une rivière. Parce que, en fait, matériellement, l'entretien de tout ce système-là va devenir très, très cher. C'est un peu curieux. Moi, je vais vous dire une anecdote qui est peut-être pas rapport, mais moi, j'ai diplômé en sciences politiques. J'ai reçu mon diplôme de bac le 5 juin 1989 exactement. J'avais passé 2 ans auparavant à étudier tous les systèmes politiques de l'Europe de l'Est, qui semblaient éternels. Et 6 mois après, il n'y a plus rien de tout ça qui existait. Et il n'y a eu aucune révolution armée, il n'y a pas eu de violence. Ces États-là, surtout l'Allemagne de l'Est, avaient le meilleur système d'espionnage et de surveillance de citoyens au monde. Et il a disparu en l'espace de 2 ou 3 semaines, comme ça, sans laisser de traces. Et c'est signe que des changements sont possibles, mais on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les organiser. Et je pense que l'avenir va être comme ça. À un moment donné, il va y avoir un renversement de tendance, tout simplement parce que tout le monde va cesser d'y croire en même temps. Mais quel va être le contexte de ça et quel va être le moment exact, je ne le sais pas.
comme personne n'a pu prévoir non plus l'effondrement des pays du bloc de l'Est en 89, on le voyait pas venir, personne ne l'avait vu. Merci, C'est pas une Philippe. très bonne réponse, hein, mais au moins elle vous laisse sur un certain espoir. Bah oui, non, c'est une très belle réponse. Harvey, est-ce que... Oui, moi, ça, c'est donner des perspectives plutôt que des réponses pour les 5 minutes. Il y a 4 ou 5 ans, quand le gouvernement américain s'est fermé pendant quelques semaines, je me rappelle, j'étais frappé de voir des fonctionnaires américains manquer de moyens de vivre leur vie quotidienne après 2 semaines. C'était frappant et c'était généralisé, c'était suivi par les médias. Mais c'est frappant que la même chose est en train d'arriver ces mois-ci, ces semaines-ci. Les Québécois, pour ne parler que d'eux autres, ils manquent de ressources après 2 semaines. Je ne sais pas si j'ai suivi Philippe, mais on est une bonne partie de la population est définie comme consommateur strictement parce qu'il a acheté le système et il s'est endetté ou il s'est engagé à vivre au jour le jour sans prévoyance. Et la question, c'est quelle est la société post-consommation? Je soupçonne qu'il va y avoir un apprentissage de cette expérience-là. Je ne sais pas si ça va être très fort, mais comme j'ai dit, l'achat de VUS, moi, je dirais, ça risque de baisser dans les années qui viennent. Sauf que ce n'est pas les 75% de la population qui les achète de toute façon. Nous sommes devant, je crois, des sociétés, encore une fois, pour commencer avec l'Amérique du Nord, où déjà, plus que la moitié vit à la limite de sa survie. Là. Il a 2-3 semaines et il est dans une situation critique. Mais j'ajoute ça parce que la question, et nos questions généralement, pensent aux pays riches. Mais il y a 3 ou 4 milliards de pays pauvres, de population dans les pays pauvres, 1,3 en Inde, 1,2 en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne. On ne peut pas les négliger. Et je soupçonne même qu'ils vont finir par avoir un impact qu'ils n'ont pas eu pendant nos années, nos bonnes années, les 10-15 dernières années. Ces gens-là vivent ce que les fonctionnaires vivent après 2 semaines sur une base quotidienne, année après année, et cela depuis longtemps. Et leur société, leur gouvernement ne sont pas vraiment très forts en termes de structure, en termes de stabilité. Je ne les vois pas tous migrer, mais déjà quelques millions de migrants, comme on a déjà vu, déstabilisent l'Europe et l'Amérique du Nord avec notre frontière sud, qui est la préoccupation de Trump. L'Europe est entourée de pays en croissance démographique forte et elle est en croissance démographique faible. Elle est en décroissance démographique. Les conséquences de ce brassage de population pauvre, population migrant et population riche, je pense, va définir la société post-quoi donc? Post-effondrement. Post-pandémie. Parce qu'en fait, il y a un effondrement temporaire actuellement, je soupçonne, et je le dirais social, pas comme ce que je prévoyais pendant plusieurs années. Cet effondrement-là, cette déstabilisation des institutions, des modes de vie de probablement une majorité de la population, c'est assez important. Si je reviens au Canada, là, on a l'Alberta qui est toujours, je pense, la province numéro 1 en termes de revenus par habitant, etc. Mais l'Alberta et le Saskatchewan s'en viennent devant, je dirais, de gros problèmes sur le plan économique. Et encore une fois, je ne pense pas que des pressions venant d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Philippe, vont ressusciter, vont
vont redémarrer ou vont démarrer parce que c'est pas, il n'y a pas de démarrage depuis 5-6 ans dans les sables bitumineux, sauf ce qui était déjà là. Ça, c'est un autre facteur de la société post-pandémie, post-effondrement. Non, je ne vois, je me sens tout à fait incapable de prévoir ce qui s'en vient dans les 2 ans qui viennent, mettons, mais je ne crois pas que ça va reprendre comme on voudrait, comme nous les riches voudraient. Et il y a tellement de pauvres dans nos propres sociétés nord-américaines, avec toute l'Amérique centrale qui nous connaît et qui voudrait se joindre à nous, que je pense que la domination des pressions sociales va gagner sur la volonté de poursuivre comme avant. Et le poursuivre comme avant, de toute façon, c'était un désastre. Et, un petit commentaire sur une petite parenthèse, mais les changements climatiques, c'est le 5e élément dans l'art de la croissance et c'était le problème qui arrivait en tout dernier lieu. Il n'est vraiment pas une préoccupation majeure en termes des dessins que font les auteurs de ce livre-là. Et nous accommodons assez bien avec toutes sortes de problèmes venant des changements climatiques depuis maintenant 20 ans. Et je ne nous vois pas changer en fonction de ça. Je nous vois changer en fonction de notre revenu. Les gens vont réagir pas comme avec bonne volonté, avec volonté de sauver la planète. Ils vont être mal pris en termes de revenus et c'est ça qui va définir la société post-effondrement. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer finalement aux questions qui nous étaient posées. La prochaine question, donc, dans une optique de Green Deal, qui pourrait peut-être, hypothèse, être encouragée par certains pays ou certaines régions suite à la pandémie. Comment s'assurer qu'une transition énergétique serait développée sous des principes de justice énergétique ou de justice environnementale? La situation actuelle ne pourrait pas engendrer un néo-extractivisme et néocolonialisme animé par la volonté de reprise économique et la mise en place de perspectives de contrôle. Est-ce que Toute une question, ça. Oui, c'est toute une question. Je vais reprendre la deuxième section. Donc, la première question, donc, comment s'assurer qu'une transition énergétique serait développée sous des principes de justice énergétique ou de justice environnementale? Puis la suite, c'était la situation actuelle ne pourrait pas engendrer un néo-extractivisme ou néocolonialisme animé par la volonté de reprise économique et la mise en place de structures de contrôle encore plus importantes suite à la pandémie, avec une certaine acceptabilité sociale venant des citoyens et des pays développants sur Green Deal. Comment penser pas fini. Comment penser la justice énergétique en situation de crise internationale et de transition énergétique? Il y a comme 3 questions dans cette intervention-là. Mais moi je répondrai à je ne sais pas laquelle des 3, parce que le monde international vient d'arriver. Le Green New Deal, c'est l'effort des Américains à maintenir leur niveau de vie et leur consommation d'énergie actuelle, mais en changeant de façon de faire. Ouais. Et c'est la volonté de continuer à vivre dans la bulle qui marque les dernières décennies. Je voudrais bien qu'ils changent leur système et je ne suis pas négatif face au Green New Deal, sauf que la façon dont même des gens comme Sanders le voient, c'est dans un contexte américain. Et quand on ajoute le mot international, il n'y a aucune comparaison à faire. Les États-Unis surconsomment de l'énergie par probablement les 3/4 de ce qu'ils consomment si on veut avoir de la justice sur le plan international. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que disait Harvey sur le Green New Deal. Effectivement, le Green New Deal ne cherche pas un changement profond. Il ne cherche pas à changer le système, il cherche à le faire durer un peu plus longtemps. Et je pense que c'est une quête qui est impossible et qui va ultimement être frustrante. Il y avait la question sur est-ce que l'extractivisme va s'aggraver ou quelque chose comme ça? En fait, la question, je m'excuse, je veux juste préciser la question, c'était que la situation actuelle, donc avec le Green New Deal aussi, est-ce que ça ne pourrait pas engendrer un néo-extractivisme et néocolonialisme?
puis que ce Ouais. soit alimenté par la volonté de reprise économique, puis la mise en place des structures de contrôle. Ouais, la question est intéressante. Je vois où son auteur veut en venir. Le Green New Deal, en fait, est très consommateur de ressources. Toutes ces énergies renouvelables consomment énormément de ressources pour les mettre en place. C'est d'ailleurs une des limites pratiques là, très concrètes à leur mise en application à une échelle massive. Donc, si on a besoin de construire des milliards de batteries au lithium, il faut aller voler les terres des Autochtones en Amérique du Sud pour prendre le lithium et le transformer en batterie. Bon, des fois, j'ai envie de répondre, est-ce que l'extractivisme peut être pire qu'en ce moment? Parce qu'il est vraiment extrêmement puissant. Et malheureusement, le Canada est un joueur de premier plan là-dedans. Je sais pas. C'est des bonnes questions. C'est difficile d'y répondre de façon très précise. Si tu veux plus de justice sociale, à mon avis, c'est pas au niveau de l'énergie qu'il faut que tu t'adresses. C'est au niveau de la redistribution de la richesse dans nos sociétés. C'est toujours ça l'enjeu. Si le monde est dominé par des multinationales toujours de plus en plus puissantes, sont de plus en plus capables d'imposer leur vue, d'acheter des gouvernements et d'obtenir les décisions qu'ils veulent, il n'y a pas vraiment de progrès possible. C'est pas d'installer un panneau solaire sur le toit de ta maison qui fait une grosse différence dans ces enjeux de pouvoir-là. Et il faut revenir à des idées qui sont un peu anciennes et qui sont un peu démodées, mais on leur trouvera des nouveaux noms si on veut, mais la lutte des classes, la redistribution de la richesse, des choses comme ça, parce que vraiment, le cœur est là. Et ça va être d'autant plus important qu'on risque d'aller dans un monde où il va y avoir de moins en moins de richesses à distribuer. Jusqu'ici, on a beaucoup acheté la paix sociale en redistribuant les surplus, en fait, les surplus de la croissance. Mais si on n'a plus de croissance, donc plus de nouvelles richesses à distribuer, et qu'en plus, de plus en plus d'exploitation, qu'on confine de plus en plus les gens dans la pauvreté, c'est clair que ce système-là ne peut pas se maintenir. Et bon, les énergies renouvelables, ça fait partie du cadre social général, mais je pense pas que c'est par ça que passe la solution. C'est un épiphénomène. Merci pour vos réponses. Camille, je te laisse peut-être la prochaine. Oui, la prochaine rejoint dans le fond ce qui vient d'être dit, puisqu'il a été dit aussi tantôt par Harvey par rapport au fait que les gens allaient être touchés par les baisses de revenus. La question est la suivante. La pandémie actuelle ne pourrait-elle pas être non pas le début d'un effondrement, mais un élément déclencheur d'une nouvelle révolution industrielle? Si on y pense, les révolutions ont souvent suivi un besoin, un événement important. Les révolutions industrielles, la question ne peut venir que de quelqu'un qui pense aux pays riches. Parce que l'industrie n'existe pas pour les 3/4 de la population humaine actuelle. Et la volonté une partie de la plateforme démocrate aux États-Unis dans la campagne actuelle, c'est le Green New Deal. Mais l'autre partie, le Parti républicain, c'est la ceinture de Roy. Et la base de Trump voudrait voir les automobiles revenir pour la construction dans le Midwest américain, entre autres, pour simplifier. La révolution industrielle, la nouvelle, souvent est associée à l'électricité. Et le Green New Deal veut alimenter une nouvelle flotte de voitures électriques. Ça ne se fera pas. Et quand on pense que les milliards d'Indiens et de Chinois, mais Chinois, ils essaient de nous imiter, et Africains, ils n'ont même pas d'auto. La révolution industrielle pour les Africains subsahariens, ça va être d'avoir une motocyclette ou une mobilette et d'être capable de se promener quelque part, mais oublions quasiment ça aussi. Donc, je reviens à la question. Il faudrait que la personne qui l'a posée se pose elle-même la question, révolution industrielle pour les pays riches ou pour le monde? Parce que je rejoins Philippe, les ressources n'existent pas pour permettre au monde d'atteindre même proche
le niveau des pays européens, encore moins les pays nord-américains. Je ne sais pas si la question portait tant sur la révolution industrielle que sur une éventuelle révolution sociale. J'ai eu l'impression que ça portait plus sur une révolution sociale, mais tu peux peut-être, Camille, relire la question. Oui, la question était, la pandémie actuelle ne pourrait-elle pas être non pas le début d'un effondrement, mais un élément déclencheur d'une nouvelle révolution industrielle? Ah oui, c'est bien une révolution industrielle. C'est bien une révolution industrielle. Ouais. Ben, dans ce cas-là, je vous suggère de vous rapporter la réponse de Harvey. J'ai pas grand-chose à ajouter. Parfait. C'est pas un espoir vraiment raisonnable. On nous a fait miroiter beaucoup de choses qui sont très séduisantes, mais qui ont très peu de chances de se réaliser parce que matériellement, ça demande trop de ressources. Même si on réussissait à construire cette société-là, je sais pas, tout basé sur les batteries au lithium, on ne serait pas capable de le soutenir très longtemps parce que nos sociétés arriveraient à court de ressources. Et on parle des fois d'économie circulaire ou de recyclage, mais en fait, tu as de la perte à chaque cycle de recyclage. Et comme les produits industriels sont recyclés assez rapidement, au bout de quelques cycles, on a perdu 30, 40, 50, 60% du stock de matière initiale. Les nouvelles technologies ne changent pas grand-chose à ça. S'il y a quelque chose, c'est pire. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Lewis et sa notion de low-tech. Il parle beaucoup du fait que les matières ne sont pas intégralement recyclables. Il y a des usages dispersifs, c'est-à-dire que les matières sont utilisées en tellement petite quantité dans un paquet de petits objets et qu'on ne peut pas les réunir pour faire une nouvelle masse de matière. C'est perdu, dissipé dans l'environnement. Et aussi le fait que certaines matières qu'on recycle ont une perte d'usage. Par exemple, des alliages d'acier haute performance sont tout fondus ensemble et n'ont plus de performance vraiment précise. On en fait juste des barres d'armature pour le béton parce que c'est des alliages qui n'ont pas de valeur particulière. Donc, l'espoir que le recyclage ou l'économie circulaire apporte une solution très durable au problème du manque de ressources est un peu une utopie. Ça peut reculer un tout petit peu l'horizon de la fin de la civilisation industrielle ou en fin de cette civilisation basée sur l'électricité, les batteries, l'électronique, des choses comme ça qui consomment beaucoup de minéraux rares. Mais en fait, la question, c'est combien de temps est-ce qu'on a combien de temps est-ce qu'on pense que l'avenir va durer pour l'humanité? Parce que ces trucs-là pourraient nous faire durer peut-être 50 ans, 60 ans, 80 ans, puis après ça s'arrêterait faute de matière, si même on était capable de le mettre en place au complet. Donc, c'est pas des avenirs vraiment séduisants ou vraiment beaucoup plus stables que ceux qu'on a actuellement. Plus j'écoute, plus je nous écoute, plus je suis frappé par ce que je dirais, le mot n'est pas post-effondrement, c'est post-consommation. À chaque question qu'on nous pose ou à chaque question qu'on soulève, on est face à ce que nous savions avant. Mais là, nous sommes face à une volonté explicite de reprendre ce qui ne se reprendra pas, soit une production industrielle qui a déjà dépassé les limites de la planète. Avec les GES, mais surtout avec les ressources, avec la consommation qui en découle, je suis frappé de nous voir souligner autant les problèmes de ressources et de consommation. Mais c'est ça le sujet, là. Philippe, aurez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Non. Je vais passer à la prochaine question. Donc, tout le système bancaire privé qui est en train d'imprimer de l'argent et qui va nous le faire payer au travers des dettes que tous les pays sont en train de contracter auprès de ces banques, ne serait-ce pas ce qui va faire s'écrouler le système, donc l'ensemble des dettes? Ouais. Je sais pas, j'ai des gros doutes. Hein. C'est un peu comme dire que l'âge de pierre a pris fin parce qu'on manquait de pierre puis de cailloux. C'est pas ça qui s'est passé. Je pense que l'argent, c'est tellement facile à créer que l'idée que tout va cesser faute d'argent
comme un faux espoir auquel on se raccroche. Des difficultés économiques, oui, mais dire que le capitalisme va prendre fin parce qu'on va manquer d'argent, la notion me paraît un peu absurde en ce qui me concerne. On a évoqué ça aussi en 2008. Le système s'est beaucoup endetté. Il est reparti de plus belle. Regarde, on présume encore maintenant que la crise économique passagère qui est créée par le COVID-19 va être impossible à récupérer ou extrêmement difficile à récupérer dans les années qui vont suivre. Mais la dernière grande épidémie, à ce que je me souvienne, comparable, la grippe espagnole a eu lieu en 1919-1920, après la Première Guerre mondiale, qui avait détruit beaucoup de populations, beaucoup de capacités industrielles, qui avait mis tous les États dans des conditions d'inflation extrême. Tous ces pays étaient absolument exsangues, subissent après ça une épidémie qui est épouvantable, et ça débouche sur quoi? Sur une croissance industrielle explosive qui a duré toutes les années 20. C'est comme si la grippe espagnole, au point de vue économique, n'avait jamais existé. Au contraire, on a plus connu un effet rebond même. Je sais pas, il y a eu, au sortir de la guerre, de toutes les privations, après ça, les privations de l'épidémie, la crainte, tout ça, il y a comme eu un désir de partager, de partager, comme de profiter des bienfaits de la vie, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est plus manifesté par un boom industriel que par une récession permanente. Et il n'est pas dit qu'il ne va pas se produire la même chose dans notre cas. On présume un peu trop, parce que ça s'inscrit dans le récit de l'effondrement, puis dans les récits collapsologiques, qu'une crise économique ne peut déboucher que sur plus de crises économiques et sur des problèmes durables. Mais c'est pas si évident que ça, en fait. Ça pourrait se produire autrement. Je suis pas devin, je peux pas vous garantir qu'on va connaître un boom économique après la crise, mais je pense que personne ne peut garantir que ça va se traduire par une dépression permanente ou de très très longue durée. Ça pourrait se produire autrement. Moi, je suis tout à fait incompétent pour répondre à la question, mais ce que je peux remarquer quand même, c'est que les ministres des Finances s'inquiètent beaucoup moins du niveau de la dette, à moins que ça change le cote à New York, mais de l'intérêt payé sur la dette. C'est l'intérêt payé sur la dette qui est exigé chaque année et qui doit être trouvé. Alors que la dette, ça s'accumule et il n'a pas d'influence directe. Mais là, justement, je rentre à mon incompétence. Je ne suis pas aussi sanguin que Philippe quant à ce qui va nous arriver. Il disait que j'allais dire qu'on va être obligé de les payer. Je n'ai aucune attente à ce que les dettes des gouvernements des pays riches, mettons, soient payées. Mais je ne suis pas capable de comprendre les conséquences de ça. Du point de vue du système financier, des taux d'endettement très élevés, c'est positif parce qu'il y a des intérêts qui sont payés à chaque année là-dessus. Donc, pour un financier, il est fou de joie qu'on s'endette, en fait. Évidemment, il est moins content quand on diminue les taux d'intérêt, parce que ça veut dire que ses revenus sur cette date-là sont moins importants. C'est ça que je disais, l'intérêt payé est ce qui est clé dans le budget pour un ministre des Finances. Sauf que je ne sais pas ce qui se passe avec le reste. Merci pour vos réponses. La prochaine question est adressée à M. Mead. Avec la croissance des possibilités d'exploitation... Je l'ai perdu. Ah, pardon, excusez-moi. Pour Harvey Mead, avec la croissance des possibilités d'exploitation des gisements non conventionnels, ne pensez-vous pas que c'est la hausse drastique de la température moyenne qui va provoquer l'effondrement des sociétés thermo-industrielles par les hausses catastrophiques du niveau des mers et l'impossibilité de faire de l'agriculture, et non pas la chute des réserves de carburants fossiles? Non, ce que j'ai dit, en tout cas plusieurs fois maintenant, c'est qu'il n'y a pas de hausse de possibilité de développement du pétrole non conventionnel. Les chances sont de moins en moins fortes, les possibilités sont de moins en moins fortes. Tant que l'Arabie saoudite essaie de gérer ces gisements conventionnels qui coûtent moins de 10 piastres par baril à produire,
tant que l'Arabie a décidé d'essayer de gérer la fin de ces gisements, 10, 15 ans, 20 ans, il va décider ce qui va se passer, mais je ne vois pas du tout de nouvelles possibilités. Au contraire, je pense que le pétrole non conventionnel, et ça comprend l'offshore de Terre-Neuve aussi, c'est une partie pas très importante de la production de toute façon mondiale, et c'est une partie qui est rendue maintenant non rentable partout. Mais le pétrole non conventionnel n'a jamais été rentable nulle part de façon globale. Ça n'a pas empêché qu'on continue à l'exploiter. C'est un peu curieux. Il y a 2 ans, on apprenait que l'industrie du pétrole de schiste aux États-Unis, depuis ses débuts, avait perdu globalement 280 milliards de dollars. Et la question que tout le monde se posait, c'est mais pourquoi est-ce que les gens continuent à investir dans cette industrie-là qui perd globalement de l'argent? Et il faut comprendre qu'en fait, c'est un peu un jeu. Il y a comme 40% des entreprises qui ont perdu de l'argent et c'est d'elles, 60% des entreprises qui ont perdu de l'argent. Et la dette, c'est de là qu'elle vient. Mais il y a des entreprises qui ont réussi mieux que les autres et qui ont fait de l'argent dans cette industrie-là. Et les gens qui investissent dans le pétrole espèrent qu'en fait, ils investissent dans un bon joueur qui va faire de l'argent, dans le 40% qui fait de l'argent, pas dans le 60% qui en perd. Donc, c'est comme ça que ces mécanismes-là réussissent à se maintenir, même s'ils ont l'air absurdes. Il faut dire aussi que le pétrole de schiste, au départ, c'était pas tellement une révolution technologique. Ce pétrole-là, on savait qu'il était là depuis les années 20 ou 30, c'était bien connu. Personne l'exploitait parce que c'était cher, c'était pas très intéressant. Mais les techniques existent depuis les années 50, ont été perfectionnées depuis ce temps-là, mais essentiellement, c'était rien de nouveau. Ce qui a été vraiment nouveau, c'est que au début des années 2000, les États-Unis ont eu des problèmes d'approvisionnement en gaz. En 2003, ils ont sérieusement pensé manquer de gaz pendant un hiver, et ça a eu des conséquences catastrophiques. Le gouvernement, à ce moment-là, a décidé d'ouvrir les vannes et de créer plein de programmes de crédit d'impôt, des trucs comme ça, pour en fait favoriser l'exploration et l'exploitation de cette ressource-là. Elle a été en fait très subventionnée, pas par des chèques là, directement versés par le gouvernement aux entreprises, mais par des mesures de crédit d'impôt, d'étalement, en fait, une sorte de mesures fiscales. Souvent, c'est des entreprises qui sont dans le pétrole conventionnel, qui font aussi du non conventionnel pour avoir des pertes, et changer de braquette d'impôt. Il y a toutes sortes de manœuvres assez étranges qui permettent à ces choses-là de continuer à fonctionner, même si globalement c'est déficitaire. Ne serait-ce que parce que c'est une loterie, il y a quelques joueurs qui ont fait beaucoup d'argent là-dedans, même si globalement l'industrie a perdu. Et le truc des entreprises, c'est de vendre leurs brochures publicitaires, leurs actions, en disant ben, on a le meilleur filon, puis on va être ceux qui vont faire de l'argent l'année prochaine. Et il y a toujours des investisseurs qui sont assez nonos pour investir dans ces trucs-là. La plupart perdent leur argent, il y en a certains qui gagnent beaucoup, puis c'est assez pour maintenir ce système-là en vie, même s'il est absurde à plusieurs points de vue. Ça, c'était quand le prix était 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Et on peut juste penser, Teck Resources a retiré son projet Pioneer, ça fait quelques mois, là, juste avant la pandémie. Et ça, c'était indépendamment de la pandémie. Il a dit, je ne rembarque pas là-dedans. Et je reviens donc à Trans Mountain, qui veut doubler ou tripler, et je suis mêlé à chaque fois que je vérifie c'est l'un ou l'autre. La quantité de pétrole livré sur la côte ouest venant des sables bitumineux. On m'a dit qu'il y avait des contacts pour 80% de ce qu'il fallait pour remplir le Trans Mountain expansion. Je reviens à mon constat de base pour la société post-consommation, qui ce serait post-effondrement aussi. C'est que le Canada, les prochaines années au Canada, c'est plus compliqué même qu'aux États. Trudeau va nulle part avec ses orientations. Les conservateurs vont avoir une base dans 2 provinces à 100%, et le NPD ne semble pas percer. Il n'y a pas de solution, mais
je me demande, je ne sais même pas si la construction est commencée à quelques places, mais si Trans Mountain à 12 milliards de dollars va se faire, je soupçonne, j'ai déjà dit sur mon blog, il se peut qu'il commence, mais si jamais Trans Mountain est construit, on va avoir investi 12 milliards de dollars pour exporter un pétrole qui n'existera pas. Et voilà le drame pour les Canadiens. Merci pour vos réponses. Je vais passer à la prochaine question. Donc, elle est un peu plus en lien avec ce que M. Mead, vous avez parlé tantôt avec bon, tout l'aspect démographique qui implique la crise du COVID. Donc, une étude de l'Institut du Québec prévoyait il y a peu, il y a un peu plus d'un an qu'à partir de 2021, il y aurait au Québec 55 000 départs à la retraite pour 19 000 nouvelles entrées sur le marché du travail. Est-ce que ce serait un impact de la pandémie sur ces prévisions? Comment vous voyez ça? Non, ça c'est la démographie depuis 30 ou 40 ans. Ouais. On fait le calcul, là, combien de travailleurs sont là pour chaque retraité. Et c'était 8 il y a 25-30 ans et c'est rendu à 3, je pense, et ça s'en va quasiment dans le négatif. Mes collègues qui jouent au tennis et qui prennent des croisières, je ne sais pas si leurs retraites sont si assurées que ça, mais c'est sûr que si c'est des retraites garanties, pas comme ce qu'on offre aux plus jeunes aujourd'hui, ce sont des retraites qui vont être mises en question. Parce qu'il n'y aura pas de monde pour les payer. Harvey a raison, c'est la démographie normale du Québec, enfin, celle qu'on connaît depuis des décennies. Il y a un truc qu'on peut noter pour le rattacher à notre sujet, c'est que les régimes de retraite tels qu'on les connaît actuellement sont basés en fait sur la perspective que la population va tout le temps augmenter. Parce qu'il y a toujours plus de retraités à chaque génération. Et pour payer leur retraite, ça prend beaucoup de travailleurs. Et donc, ça prend plus de travailleurs à la génération suivante. Donc, c'est un système qui est condamné à une croissance infinie, ce qui n'est pas possible. Non, Philippe, les baby boomers sont en train de passer. Mais après les baby boomers, ce n'est pas de croissance. Là. Oui, mais le système de retraite, il faut que des gens continuent à le payer. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de travailleurs. Il faut que la génération qui suit soit plus nombreuse que la génération précédente. Mais elles ne seront pas là. Oui, mais c'est ça, justement, elle ne sera pas. Donc, le système de retraite a été conçu dans un monde où on s'attendait à une croissance constante et dans un monde qui risque de se contracter du point de vue démographique, il devient très difficile à soutenir de façon durable. Merci pour vos réponses. Camille, je te laisse la prochaine. Oui, la prochaine question concerne ce que Philippe mentionnait en début de webinaire par rapport au fait que les capitaux étaient vraiment, tant que les capitaux seraient disponibles pour l'industrie, pour la consommation, ils ne seraient pas forcément investis ailleurs. Donc la question est la suivante. Considérant l'aide majeure au secteur pétrolier et gazier dans plusieurs pays et considérant ce que Philippe disait, que c'est plutôt délicat de parler d'environnement, de transition, à quel moment serait-il donc préférable d'en parler? D'en parler? De parler de cette transition énergétique, environnementale. Ouais. Déjà, on a bien exposé, Hervé et moi, que la transition est un concept problématique. Là. Il faut aussi mentionner que la transition, ce n'est pas les investissements dans le pétrole qui la freinent tant que ça. Le 12 milliards dans Trans Mountain, c'est pas grand-chose. Je veux dire, l'Allemagne, juste dans sa transition énergétique, je pense, a investi 600 milliards d'euros, des trucs comme ça, et ils ont fait qu'une partie de la transition. Je veux dire, les montants en énergie sont toujours énormes parce que c'est des grosses installations. Et bon, on entend 10 milliards aller en subvention dans le pétrole, mais par rapport aux dépenses qui se font en énergie au Canada dans une année, c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui est l'obstacle. L'obstacle, un des grands obstacles, c'est que les entreprises qui sont dans ce secteur-là ne font pas d'argent. C'est difficile de rentabiliser les renouvelables. Et là, il y a des raisons techniques là, on pourrait faire une conférence très chiante là, sur les raisons techniques qui font qu'il est difficile de financer des projets d'énergie renouvelable, il est difficile de les rentabiliser. Mais je vais vous donner un exemple.
de truc qui rend les choses compliquées. Le prix des panneaux solaires diminue à une vitesse folle d'année en année. Les écolos pensent que c'est formidable. Je veux dire, les panneaux solaires sont de moins en moins chers. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas davantage dedans? Mais du point de vue d'une entreprise qui construit un parc de panneaux solaires et qui pense se rentabiliser sur un marché de l'énergie concurrentielle, comme existe dans la plupart des pays, bon, ben, tu investis cette année 100 millions de dollars dans un parc de panneaux solaires qui produit de l'électricité à, mettons, 8 cents du kilowattheure. Et l'année prochaine, tu sais que tes concurrents vont construire un autre parc de panneaux solaires qui va coûter 50 millions parce que le prix des panneaux va avoir diminué. Eux, ils vont produire à 4 cents du kilowattheure. Et tu as une très bonne raison de ne pas investir de nos jours parce que tu vas être concurrencé par des gens moins chers que toi, qui auront moins de frais d'intérêt à payer sur leur investissement. Et toi, tu vas être concurrencé par ces gens-là avant que tu aies même fini de payer tes installations. Les installations d'énergie renouvelable, leur prix diminue tellement vite que c'est un risque financier pour ceux qui investissent dedans. Ce problème-là est très important dans le domaine du solaire. Il est un peu moins important dans le domaine de l'éolien, parce que dans l'éolien, l'endroit où tu construis est important. Il y a des endroits qui sont plus venteux que d'autres. Donc, tu peux décider de prendre un peu de risque financier pour être dans un meilleur endroit, plus venteux, avant que les autres s'y installent. Mais dans le soleil brille également partout dans une région. Et si tu investis de l'argent maintenant, tu vas rester pogné avec un investissement très coûteux. Tu vas continuer à payer des intérêts dessus, alors que tes concurrents vont avoir la même installation va produire autant d'énergie pour la moitié des coûts. C'est un effet très, très, très pervers de la baisse très rapide des coûts des énergies renouvelables. Et alors qu'on pense que cette baisse rapide favorise énormément pour les entreprises, en fait, c'est un obstacle de plus parce qu'ils ne sont pas capables de budgéter leur truc. Si les prix étaient plus stables, ce serait plus facile, curieusement. C'est bizarre, hein? Personne n'a jamais entendu parler de ça. C'est un truc qui ne discute pas beaucoup. Mais dans des livres là, de management d'industrie énergétique, c'est le genre de trucs qu'on lit. Parce que c'est la réalité que rencontrent les entrepreneurs là-dedans. C'est pas juste. Si on n'investit pas dans les renouvelables, c'est pas juste parce que les méchantes pétrolières sont dans le chemin et ils ne veulent pas. Il y a des obstacles internes à ce projet-là. Ils ne sont pas insurmontables, mais qui ne sont pas assez reconnus pour ce qu'ils sont. Et donc, on ne développe pas beaucoup de solutions pour ce genre d'obstacles-là. Monsieur Mead, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. On va passer à la prochaine question. Ça c'est l'étudiant en management au HEC qui parlait. Là. On a des considérations très chiantes, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit aussi. Et, si on veut faire de quoi, on est obligé de partir à partir de là. Je voulais dire quelque chose, Hervé? C'était juste pour ajouter, je suis d'accord, le financement des projets d'énergie, que ce soit fossile ou autre, est assez difficile à suivre et ça se fait régulièrement à perte pour des raisons qui me paraissent incompréhensibles, mais que mes amis banquiers, etc., confirment que oui, c'est comme ça que ça se fait. Le 12 milliards pour Trans Mountain, quand même, me paraît intéressant parce que c'était Pioneer, je pense, le nom du projet de Tech Resources. C'était 20 milliards plus, et ça, c'était juste une partie. C'est le projet de développement des sables bitumineux pour justifier Trans Mountain est quand même probablement dans les 150 milliards de dollars. Et je dis depuis plusieurs années, là, ça ne se fera pas. Mais Trudeau n'a pas encore saisi ça. Jason Kenney ne l'a pas saisi. Et j'attends voir ce que le NPD va faire. Mais je pense que Trans Mountain ne se justifie pas. Là. Pas que moi je veuille le justifier, mais dans l'esprit de ses promoteurs, il justifie pas juste par le fait qu'il peut permettre une augmentation de la production, il justifie aussi par le fait que les réseaux d'exportation du pétrole actuellement sont saturés et que pour ça, le pétrole canadien est vendu très bon marché à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas beaucoup de débouchés. Ce qu'ils espèrent vraiment, c'est pas forcément
de produire plus de pétrole de sable bitumineux, quoi qu'il aimerait bien. Ce qu'il espère vraiment, en fait, c'est de le vendre plus cher. Le transport par train actuellement coûte à peu près 10 par baril, compte à peu près 5 pour le transport par pipeline. Alors déjà, ils sauvent 5 par, par baril. Actuellement, le baril se vend 5 Imagine, ils seraient capables de le vendre 10, ils doubleraient leur prix de vente d'un seul coup actuellement. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils sont obligés de vendre dans un nombre limité de marché dans le Midwest américain. Le pétrole canadien voyage pas très loin, notamment il se rend pas dans les raffineries du Texas et de la Louisiane qui auraient désespérément besoin de pétrole brut, de pétrole lourd, comme produit le Canada, qui aimerait bien l'acheter, mais on n'est pas capable de le transporter jusque-là. Donc, en fait, non seulement il y a moins de frais de transport, mais ça permet de vendre le pétrole sur des marchés qui sont prêts à payer plus cher. Et l'intérêt, il est là aussi. Et c'est pour ça que les enjeux sont si élevés et qu'ils mettent des pressions si inouïes pour faire passer le projet. Mais Philippe, quel est le pourcentage de la production canadienne qui est conventionnelle? Ah, une très petite partie, mais c'est pas ça qui est le problème. Non, mais pour revenir à ce que je disais tantôt. La production conventionnelle actuellement de pétrole au Canada, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de 20 ou 25 %. C'est presque tout du bitume maintenant. Le pétrole conventionnel canadien est en déclin, je pense, depuis 1973 ou quelque chose comme ça. Lentement au départ, puis très rapidement depuis 2000. Messieurs, je vais devoir vous arrêter ici. On a encore plusieurs questions qui n'ont pas été répondues. On a une quinzaine. Le webinaire se termine dans déjà 10 minutes. Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, de répondre à tout le monde, mais on va tenter quand même d'engager certaines questions. Camille, je peux peut-être te laisser avec la prochaine. Oui. La prochaine question. Une réduction des GES et de l'exploitation pétrolière de façon drastique et immédiate passe obligatoirement par des changements véhiculés par des politiciens et des chefs d'entreprise. Top-down. Vu que la fin du consumérisme n'est pas dans l'intérêt des décideurs, surtout au court terme, et qu'un changement de direction pour ces acteurs ne risque pas d'être initié par ceux-ci, quelles sont les forces qui mèneront de façon définitive les décideurs à volontairement réduire l'exploitation pétrolière et les GES? Comment cela se fera-t-il? À quel rythme? Mais les réductions actuelles, ça résulte de décisions gouvernementales qui ferment les aéroports, etc. Mais la réduction actuelle, c'est parce que les gens ne voyagent plus. C'est pas une question. Il me semble que ce n'est pas top-down, c'est strictement la pandémie est cause ça, et c'est ni top-down ni bottom-up. La réduction n'est pas si énorme que ça. C'est pas la fin du pétrole. Là, la demande de pétrole dans le monde a diminué, je pense, de 10 %. C'est pas si gigantesque que ça. On se rend pas compte, là, mais il y a d'autres choses que les autos et les avions dans le monde. Déjà, 25 % du pétrole dans le monde va à la fabrication de plastique. Actuellement, tout le monde veut fabriquer des masques et des respirateurs. C'est fait en plastique. Hein. Alors, la demande de pétrole n'a pas chuté tant que ça. On n'est pas dans un monde si différent pour ce qui est de la consommation. Mais maintenant, quand est-ce qu'on va diminuer, à mon avis? En fait, ça va se faire simplement parce que la ressource va être de moins en moins disponible. Pas juste parce qu'elle est plus chère à produire, mais aussi parce qu'elle est moins disponible dans le sol. Nos ressources en pétrole à l'échelle mondiale, c'est moins vrai là, du bitume de l'Alberta, mais nos ressources sont très épuisées. Sont dans un état avancé de délabrement. Il y a moins de pétrole, il coûte cher à extraire. Celui qu'on extrait est de super mauvaise qualité, difficile à raffiner, cher à raffiner. On est en mode compensation, puis on patche là, les problèmes de l'industrie depuis 2005 à peu près. Et à chaque fois qu'on veut rabriller, c'est comme si on essayait de couvrir un énorme problème avec une couverture trop petite. À chaque fois qu'on essaye d'abriller un coin, il y a un autre problème qui se dégage. Puis ce système-là est pas très soutenable. C'est pas super visible pour la population, mais les problèmes de déplétion pétrolière, ce n'est pas d'épuisement. On n'est pas rendu à la dernière goutte. La déplétion, c'est le fait que
la ressource est moins accessible et de moins bonne qualité. Ça fait très mal à l'industrie. Il y a encore des gens qui me parlent là, des 7 sœurs, les 7 grandes pétrolières. Déjà, il y en a 3 qui n'existent plus depuis belle lurette. En plus, ces entreprises-là sont plus toutes puissantes, ils perdent de l'argent, ils se sont fait voler leur part de marché par des producteurs nationaux qui produisent à fond la caisse. L'Arabie est l'exemple, parce qu'à vrai dire, ils veulent balancer leur budget national. L'industrie pétrolière est plus vraiment toute puissante, elle est extrêmement dysfonctionnelle depuis très longtemps et ça empire sans cesse. Et Philippe, es-tu sûr de ces 20-25% pour le plastique? La dernière fois que j'ai vérifié, il y a des années, là, les 5. Ouais. Je suis raisonnablement certain. Il faudrait que je vérifie, mais ça augmente. La part du plastique augmente. Notamment tout le pétrole de schiste américain qui est très léger et pas très adapté pour faire de l'essence et du diesel. Et la façon dont il passe, il y a beaucoup de fractions légères qui sont pas avec lesquelles on ne peut pas faire du carburant. Alors, les parties du produit qui ne sont pas utilisables pour faire du carburant sont envoyées à la production de plastique. Et depuis 3 ou 4 ans, l'industrie mondiale a énormément investi dans la production de plastique. Et leur plan, ils savent qu'il va probablement avoir une baisse de demande de pétrole à cause des voitures électriques et d'autres demandes, d'autres mesures là, qui vont affecter leur demande en carburant. Et leur solution est déjà au point, c'est de libérer toutes les compagnies pétrolières au monde s'investissent actuellement dans la production de plastique parce que l'avenir est là pour leur produit. Merci pour vos réponses. C'est assez décourageant, je dois dire. La prochaine question, donc, ce serait est-ce utopique de considérer un repli national et un protectionnisme accru, considérant la situation, ou l'apparition de nouvelles zones économiques limitées? Nous venons de signer l'ALENA 2. Je pense que le repli, on en parle dans tous les médias actuellement, le repli pour éviter les normes hyperconnectivité que la pandémie a exploité pour faire ses ravages. C'est clair qu'il y a un repli et Trump avait peut-être raison, il y a quelques éléments, de vouloir ramener la production plus localement. Merci Philippe. Pourriez-vous rajouter quelque Non, chose? rien ajouter. Je pense qu'on va pouvoir prendre peut-être une dernière question. Pour les 2 intervenants, la collapsologie telle que développée par Pablo Servigne et Raphaël Stevens n'est-elle pas occidentalo-centrée et applicable seulement aux sociétés riches comme la nôtre? C'est une critique qui revient souvent de cette théorie, car la manière dont l'effondrement est défini, on décrit des impacts sur des sociétés fortement industrialisées et avec un grand niveau de confort, mais pas le sort qui sera réservé à la majorité de la population la plus pauvre. Je pense que M. Mead avait déjà un peu répondu à la question. C'est l'impact sur les pays riches, surtout. Ça ne dit pas que c'est tout ce qu'il y a à dire de la collapsologie. Le problème des 4 milliards de pauvres dans le monde, c'est une autre chose. Mais nous n'avons jamais, nous sommes jamais attaqués à cette question de pauvreté, des inégalités, sauf pour en parler. Et ça ne changera pas. Ouais. C'est une critique qu'on entend souvent, puis je la partage en grande partie. La collapsologie, c'est des gens de la classe moyenne occidentale qui ont peur d'être obligés de vivre, en fait, comme des pauvres du tiers-monde. Parce qu'eux, en fait, vivent passablement des conditions qu'on décrit comme l'effondrement. C'est la réalité depuis toujours. Bon, ben, je pense que considérant ça, on peut prendre une dernière question. Donc, pour la dernière question, j'y vais. Donc, l'ONU estime que la population mondiale ne dépassera jamais les 12 milliards, car tandis qu'une société développée et réduit son taux de mortalité infantile, la croissance de la population devient nulle à ce stade final du développement. Pensez-vous qu'à une population maximale de 12 milliards, il est possible, même dans nos rêves, de trouver une manière de tous les soutenir sur notre planète? Comment? Si la réponse est non, que se passera-t-il? Mais moi, je prendrais l'exemple de l'Afrique subsaharienne. Les projections pour 2050, 30 ans, sont que la population va doubler. 2 milliards et quelques.
Et ça, c'est pour une population qui est, je ne sais pas à quel pourcentage, 80-85% pauvre déjà. Oublions les 12 milliards, on n'atteindra jamais les 10 milliards, on est déjà surpeuplé et le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on est déjà surpeuplé. Je ne pense pas qu'on va se rendre à 12 milliards non plus, ne serait-ce que parce que les changements climatiques continuent à faire leur œuvre. Et le principal problème concret des changements climatiques, ça va être la diminution des rendements agricoles. Alors, avec une agriculture qui réduit sa production de 20, 30, 40 on ne peut pas soutenir 30 de population de plus. C'est pas possible, ça équilibre pas. Et je pense pas qu'il y a des stratégies d'agriculture verte ou qui puissent vraiment compenser l'écart énorme là, entre ces projections et nos capacités de production dans un contexte de changement climatique. Bon, ben, merci Voilà, à vous deux. voilà Philippe encore capable de réfléchir sur les 30 ans. Moi, j'ai de la difficulté, mais je suis bien d'accord avec lui. Alors, je pense que ça va être tout pour la discussion. Ce fut vraiment intéressant. Vraiment désolée pour tous les participants qui n'auront pas pu trouver réponse à leurs questions. Malheureusement, écoute, le temps nous manque. C'est signe que la conversation était quand même enrichissante. Donc, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier, M. Gauthier et M. Meade, d'avoir participé à la discussion puis d'avoir répondu aux questions. Ce fut bien intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui ont animé la discussion. On va tenter de rediffuser cet enregistrement sur l'événement Facebook qu'on a partagé. Donc, merci aux deux intervenants. Merci à tout le monde. Et possiblement sur YouTube pour les intéressés qui n'auraient peut-être pas pu, se joindre au Zoom. Merci pour votre invitation. Merci de m'avoir offert la possibilité d'échanger avec Hervé. C'est toujours très enrichissant pour moi aussi. J'ai bien apprécié ça. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir.